Bonjour, aujourd'hui nous allons explorer les nuances entre l'hypersensibilité, le haut potentiel intellectuel, les TDA, les TDAH et les 10. Ensuite, nous aborderons les dangers et les forces liées à l'hypersensibilité en mettant en lumière les aspects souvent méconnus. Vous êtes prêts? On plonge dans cet univers riche et complexe? Allez, c'est parti! Hypersensibilité et HPI. Il y a des distinctions scientifiques. On va commencer par établir une base solide. L'hypersensibilité et le haut potentiel intellectuel, donc le HPI, sont des fonctionnements neurologiques différents. Les preuves scientifiques, notamment des études en neuroimagerie, montrent que ces deux réalités se distinguent dans le fonctionnement cérébral. L'HPI va se caractériser par des aptitudes intellectuelles exceptionnelles, tandis que l'hypersensibilité implique une sensibilité accrue aux stimuli environnementaux. Des sources crédibles étayent ces distinctions pour une compréhension plus approfondie. Mais sachez que l'un n'empêche pas l'autre. HPI, hypersensibilité, on peut très bien avoir un fonctionnement neuronal qui regroupe les deux. En parlant de fonctionnement atypique, il est essentiel de mentionner le TDA, le TDAH et les 10. Contrairement à l'hypersensibilité et au HPI, le TDA, TDAH et les 10 sont des troubles, ouvrant ainsi la voie des possibilités de rééducation. Des sources scientifiques étayent ces approches thérapeutiques et offrent des solutions concrètes pour accompagner ces réalités atypiques. Mais je vous redis le point commun entre ces fonctionnements HPI et ces troubles TDA et 10, c'est l'hypersensibilité présente, mais exprimée différemment, voire même reniée pour certains. Ce qui n'empêche que les fonctionnements neuronaux d'hypersensibilité est bien présent et affecte le système nerveux, qu'il ait ou non des manifestations comportementales. L'hypersensibilité, bien que porteuse de force, comporte également des dangers, et souvent méconnus. Environ 30% des HPI sont en échec scolaire ou déscolarisés. Ils sont confrontés à une pression constante pour réussir afin d'être reconnus. Cette pression, bien souvent, ce sont eux-mêmes qui se la mettent d'ailleurs. Rajouter un système éducatif et un environnement non adapté à leur comportement, leur manque d'attention, leur ennui, leur manque d'intérêt, tout ça les font échouer et se replier sur eux-mêmes. Pour eux, il y a une obligation de réussite pour être connus. Le stress permanent, que ce soit chez les HPI ou les hypersensibles, affecte l'estime de la personne, la conduisant à se remettre en question avant même de remettre les autres en question. Ce besoin d'amour, de reconnaissance et d'acceptation peut les pousser à s'adapter excessivement aux besoins des autres, parfois au détriment de leur propre bien-être. Ces personnes hypersensibles se suradaptent. Elles se suradaptent aux besoins des autres et vont jusqu'à s'auto-isoler, voire se rejeter elles-mêmes. Et ça, surtout si elles se sentent seules, mal entourées ou nulles. Et que ce soit pour une personne qui soit entourée et aimée, ou pour une personne qui soit véritablement seule. Que ce soit pour les HPI ou les personnes hypersensibles avec troubles 10 ou TDAH, le résultat est le même. En parallèle, les hypersensibles ont besoin de temps. Ils ont besoin de temps seuls pour se ressourcer et évacuer leur stress d'adaptation. Bien souvent, l'hypersensibilité n'est pas décelée quand on est enfant, et la personne hypersensible fait partie d'une famille dite dysfonctionnelle, qui ne sait pas qu'il y a une part d'hérédité dans l'hypersensibilité. Et dans cette famille, les parents projettent leurs émotions, leurs propres blessures sur la personne hypersensible, qui se le prend en pleine figure et qui crée ainsi une familiarité avec les relations toxiques. Ces mêmes parents qui peuvent très bien être aimants, mais qui ne prennent pas en charge leurs propres émotions, qui ne prennent pas en charge l'équilibre de leur propre système nerveux et qui ne reconnaissent pas l'hypersensibilité de leur enfant. Ou alors qui le prennent comme une maladie, comme une tare.
qu'il faut absolument combattre. Mais maintenant que vous savez qu'il y a une part d'hérédité dans l'hypersensibilité, que vous savez déjà que les enfants apprennent par mimétisme, peut-être que vous prendrez conscience de l'intérêt de prendre en charge et d'agir sur vos propres émotions et sur l'équilibre de votre système nerveux. Enfin, du moins, je l'espère. Les dynamiques familiales dysfonctionnelles peuvent aggraver les problèmes d'hypersensibilité, ces problèmes d'estime de soi, de repli sur soi, etc. Et ça va contribuer à des relations toxiques pour la personne, même en grandissant, parce qu'elle va rechercher inconsciemment des situations similaires, notamment avec des manipulateurs narcissiques. C'est là un des dangers de l'hypersensibilité quand elle n'est pas reconnue ni acceptée, car la personne est habituée à ne pas faire comme il faut. Dans sa famille dysfonctionnelle, elle est habituée au chantage affectif, aux violences affectives, au non-respect de sa particularité, et ce depuis l'enfance. Donc naturellement, on va vers ce que l'on connaît, et on attire une personne perverse qui nous traite comme on était traité depuis l'enfance, sans tenir compte de notre opinion, ni de nos limites. Le pervers narcissique va être attiré par l'intelligence de la personne hypersensible, atypique, par la faible estime qu'elle a d'elle-même, par son côté loyal, sa sensibilité, son grand cœur, son côté serviable, sa gentillesse. Et la personne atypique hypersensible va repousser ses propres limites pour pouvoir être connue et se sentir valorisée. Ou pas. Mais même si elle est valorisée, elle va développer le syndrome de l'imposteur, se sentir comme un arnaqueur, se sentir illégitime, ce qui va la conduire à plus de perfectionnisme encore. Et ce perfectionnisme va la conduire quelque part à la procrastination, parce que la procrastination, c'est une réponse naturelle au stress consommé, ce qui la conduit à l'épuisement, au burn-out, et la pousse à développer une névrose de l'échec, ou pire, une névrose de la réussite. Pourtant, l'hypersensibilité comporte également des forces et des voies d'épanouissement. Et pour aider une personne hypersensible à naviguer à travers ces défis, l'accent doit être mis sur la régulation du système nerveux avant toute chose. En comprenant le fonctionnement cérébral avec son hyperréactivité, la pensée en arborescence, l'anxiété structurelle propre aux hypersensibles, l'hypersthésie et les hyperstimuli sensoriels, il y a des approches telles que la relaxation, l'hypnose, l'énergétique, le sport, et voire même des changements alimentaires qui peuvent être explorés. Mais il faut pouvoir l'expliquer clairement et expliquer également les résultats qu'on recherche en adaptant ce régime alimentaire notamment. Il est possible aussi d'agir sur les blessures, sur les traumas, sur la construction de l'identité de la personne hypersensible. Et c'est également une étape essentielle. Et là, il y a des approches telles que l'EFT, la PNL, la psychologie positive, qui peuvent aider à libérer les traumatismes et à reconstruire une identité positive. Le recouvrement d'âme chamanique, les protocoles pour couper les liens de souffrance, toujours en chamanisme, et le traitement psycho-émotionnel en Reiki Usui par exemple, sont également des outils puissants. J'ai testé et je confirme. L'ajustement de l'environnement, quant à lui, l'hygiène et l'alimentation, c'est un autre axe crucial. Parce que l'hyperstimulation sensorielle peut être traumatisante pour le cerveau d'un hypersensible, comme l'illustrent les études en IRM. Et ça montre que c'est la même zone du cerveau qui est allumée chez une personne hypersensible qui a un environnement avec trop de stimuli, que la zone qui s'allume si l'ongle de quelqu'un est pincé dans une tenaille. Imaginez. Donc en adaptant l'environnement, on réduit significativement les traumatismes sensoriels. On ajoute du confort de vie et ça agit sur la régulation du système nerveux, ce qui provoque moins de fatigue,
un meilleur sommeil, un meilleur équilibre émotionnel. Comprenez qu'un cerveau d'une personne sans atypie est rempli de 5 verres d'eau dans une journée, et que pour la même journée, le cerveau d'une personne hypersensible, avec les stimuli, est rempli de 100 verres d'eau. C'est en adaptant l'environnement qu'on peut réduire les traumatismes sensoriels, améliorer le confort de vie et agir sur la régulation du système nerveux. Pensez par exemple aux bouchons d'oreilles pour les personnes qui, comme moi, sont hypersensibles au bruit, aux verres teintés des lunettes pour tout ce qui va être luminosité, etc. Des solutions existent. Les stimuli provoquent des émotions. Et les HPI, par exemple, préfèrent renier leurs émotions, s'enfermer et se couper de leurs émotions. Et tout ça par mécanisme de défense. Et l'hyperstimulation de l'environnement sur une personne hyperactive va quant à elle déclencher l'alerte de ses 5 sens. Elle va donc être en tension permanente, ce qui aura des répercussions notamment par une hyperréaction. Et cette réaction, cette hyperréaction même, est souvent accompagnée de rejet, de jugement, de dévalorisation par son entourage, que ce soit l'école, que ce soit les collègues, ses amis, voire même ses proches, quand ils ne comprennent pas son fonctionnement. Ce qui engendre à son tour une baisse d'estime de soi. D'où l'importance de dire sa différence, d'expliquer ce que l'on vit en tant qu'hypersensible. En ayant conscience de notre système nerveux, on peut agir sur notre alimentation, le besoin de mouvement de notre corps, notre sommeil, notre environnement. Tout ça pour réguler le système nerveux, notre système nerveux de personnes atypiques. Bien que les autres personnes auraient tout aussi bénéfice à en faire de même, hein. On est d'accord. Mais pour compenser ces 100 verres d'eau dans notre cerveau, quelque chose de simple, il nous faut mettre en place 2 heures de rien dans une journée. Alors pas forcément 2 heures de suite, on est d'accord, mais l'équivalent de 2 heures de rien. Ainsi, en tant qu'atypique, nous pouvons nous ressourcer régulièrement, faire le vide, mettre notre cerveau au repos par petites doses, mais régulièrement dans une journée. Et je parle bien de mettre au repos, hein. Pas de faire le ménage, ni en regardant la télé. Parce que là, la télé, on anesthésie, mais on ne repose pas. Donc on va pratiquer plutôt des activités telles que la marche, la sieste, le fait de contempler une fleur, un rayon de soleil, faire un petit peu de sport. Tout ça, ça permet d'éviter l'épuisement nerveux, les pétages de plomb, les troubles du sommeil. Et en même temps, ça apaise les relations. Et ça agit même sur le système familial. D'ailleurs, en tant qu'adulte, atypique ou non, établissez des règles avec des limites, des temps de pause pour respecter chacun dans votre famille. En conclusion pour aujourd'hui, je dirais simplement que l'hypersensibilité et les fonctionnements atypiques sont des réalités complexes. Comprendre les distinctions scientifiques, reconnaître les dangers et les forces, explorer des solutions personnalisées, c'est des étapes cruciales pour accompagner les personnes hypersensibles vers un épanouissement optimal. Souvenons-nous que chaque individu atypique a un potentiel de résilience impressionnant et avec un accompagnement respectueux de son intégrité, une reconstruction positive est possible. Et ce, à tout âge. À bientôt!